Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Donc je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu sur le programme Twitch, on est sur un épisode un peu différent aujourd'hui parce que, je reçois quelqu'un, voilà, c'est une première sur le stream, donc ça c'est plutôt cool. Et l'idée, ça va être de discuter avec lui du sujet du jour. Alors, est-ce que j'en ai parlé? Si j'en ai parlé, mais si vous l'avez raté, ça sera un peu une découverte pour vous. Donc voilà, et j'accueille ce soir Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment ça va? Ravi de découvrir ce stream multi-personnes avec toi. Voilà. Merci beaucoup. On expérimente un petit peu ce soir, c'est pour ça. Là, je suis en train de regarder comment ça se passe au niveau de la technique. On a l'air d'être bien. Je crois qu'il y a juste le début qui avait été coupé. Mais là, on devrait être vraiment peinard. Alors, le sujet de ce soir, ça va être OpenAPI. Mais avant de parler d'OpenAPI, on va parler un petit peu de toi, Sylvain. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et dans quel état tu erres? Voilà, donc Sylvain Vallès, je bosse depuis longtemps. En octobre, ça fera 35 ans que je bosse, donc voilà, je suis un vieux de la tech. Actuellement, je suis chez Elastic depuis plus de 8 ans. Où je suis tech lead dans l'équipe des Developer Tools. Alors, ce qui veut dire quoi, Developer Tools? C'est tout ce qui est, on a commencé par les librairies clients, donc les drivers que vous mettez dans vos applications, et maintenant on s'étend dans tout ce qui est intégration dans des librairies tierces qui vont de LangChain à Spring. Là, je commence à travailler sur un serveur MCP pour Elasticsearch, des choses comme ça. En gros, tout ce que les développeurs vont vouloir utiliser pour intégrer les outils élastiques dans leurs applications. Très bien. Ah oui, effectivement, ça doit pas mal t'occuper. Voilà, et j'habite à Toulouse, dans la banlieue toulousaine, dans le ravissant village de Pêchabou, connu pour ses sangliers. Voilà, si vous suivez un peu mon actualité sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui passent de temps en temps. D'accord, ok. Et ça va, il fait pas trop chaud là chez toi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la caliente. Hein. On est arrivé pas loin des 35 degrés, je crois. Vache. Bon, Nous, en Bretagne, 31, on est déjà dans le mal, alors j'ose même pas imaginer ça dépasse ça. Ok. Oui, et donc on s'était croisés en conf, parce que ça, des confs, a priori, t'en fais pas mal, j'ai l'impression. Ouais. Alors, j'en fais, je sais pas, 4-5 par an. Ma première, c'était il y a 25 ans, voilà, en 2000. 25 ans. Ouais. Et ouais, en fait, parce que souvent, en fait, je prends un sujet qui me passionne. J'ai envie de partager ça. C'est rarement lié au boulot, en fait. C'est souvent des trucs que j'ai envie de creuser et de partager, donc je creuse et je présente. Voilà. Et puis quand en plus c'est lié au boulot, on marie les deux ensemble et c'est parfait, quoi. Ok, et là, t'as un programme de conf là cette année? T'en as quelques-unes qui sont dans le pipe? Alors, les prochaines, c'est bientôt. Il y a SonyTech, mois de juin, où je vais avoir 2 talks, un sur Apache Arrow et l'intégration qu'on fait dans l'Elasticsearch. Donc ça, c'est boulot. Mais c'est un sujet que moi j'ai démarré chez Elastic. Là aussi, c'est chez Elastic, on peut démarrer des projets de zéro et toute personne de l'ingénierie peut soumettre des idées, prototyper, et ce truc-là est en train de prendre en interne. Ça excite pas mal de gens chez nous, et voilà, j'ai démarré ça, et puis voilà, quand j'ai présenté ça. Et mon deuxième talk, c'est sur, ça va t'intéresser, ça, c'est sur Loco. En Rust, alors locomotive, parce que c'est très inspiré de Ruby on Rails, et en gros, ça reprend les principes de scaffolding, un peu aussi les principes d'Active Record aussi qu'on trouve dans Ruby on Rails, appliqués à la mode Rust. Donc j'ai découvert ce framework il y a quelques temps déjà. Je trouve que c'est assez intéressant quand on veut vite fait développer un truc. Moi, j'utilise pour des petites applications internes que j'ai fait pour moi, et je vais présenter ce framework. Donc je vais le présenter à SonyTech, et 2 semaines plus tard, ou je sais plus, 3 semaines plus tard, à Riviera Dev. D'accord, ouais, tu fais l'enchaînement Synitech Riviera. Ouais, c'est la tournée d'été des conférences sur la Côte d'Azur. Ouais, non, mais c'est sympa. Ok, d'accord, donc ouais, plutôt beau programme. C'est bien, en plus, ça tombe dessus. J'ai un sujet Rust et puis un sujet un peu plus, on va dire, interne élastique, mais qui est en même temps à la fois open source, comme les sujets Apache. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ok, plutôt pas mal. Et en termes d'open source, oui, toi, tu interviens sur des projets en particulier? Il y a des choses que tu portes? Alors, déjà, moi, je suis membre de la Fondation Apache. J'ai été extrêmement actif au début des années 2000, ce qui m'a donné cette jolie médaille d'être membre de la Fondation Apache. J'ai été le premier vice-président français de la Fondation Apache dans les années 2000. Ça, c'est une jolie médaille dont je suis très fier, parce que c'était un investissement personnel. Et tu vois, je disais illustre, c'est justifié.
Oui, tu as raison. Et autrement, mes activités autour de l'open source aujourd'hui sont principalement centrées sur mon boulot parce qu'ils m'occupent suffisamment. Donc, les produits élastiques sont majoritairement open source. Et puis après, j'ai des contributions un peu de manière, on va dire, ad hoc sur les librairies que j'utilise. En disant que quand j'ai un problème sur une librairie que j'utilise, je n'hésite pas, pas 2 secondes avant d'ouvrir une pull request pour corriger les trucs qui ne vont pas ou faire des propositions, etc. Après, j'ai évidemment des petits projets perso, hein. J'ai des caméras pour surveiller mes sangliers qui sont des caméras Reolink. J'ai vu qu'il n'y avait pas de librairie en Rust pour utiliser ces caméras, donc j'ai Ah, commencé à écrire une librairie. Voilà, je fais de la domotique et un peu d'embarqué avec un truc super qui s'appelle ESP Home. D'ailleurs, je vais proposer une conf sur ce sujet-là. C'est écrit en C++, embarqué. Moi, j'aime bien le Rust, donc je suis en train de refaire une espèce de clone de ce truc-là en Rust aussi. Rewrite Everything in Rust, on la connaît. Voilà, parce qu'une fois qu'on est tombé dedans, c'est trop cool, quoi, c'est ça. C'est clair. Alors, si on peut faire un petit détour sur Rust, pourquoi moi est-ce que j'adore ce langage? J'ai commencé ma carrière, donc il y a longtemps, hein, dans l'industrie spatiale à Toulouse, où je travaillais sur des centres de contrôle satellite. Donc les trucs avec tous les écrans qu'on voit, les grandes salles de contrôle, etc. Moi, je faisais des logiciels qui tournaient là-dedans. Et dans le spatial, le satellite, c'est un peu des ressources critiques, donc on développe avec un langage qui s'appelle ADA. Hmm. Qui est un langage extrêmement robuste. En gros, à l'époque, c'était dans les années 90, on disait si ça compile, ça marche, sauf si évidemment tu as écrit une erreur logique, genre un inférieur à la place d'un supérieur. C'est un peu le DAU, ça, le si ça compile, ça marche. Et j'ai l'impression qu'on cherche ça constamment. Et en fait, quand j'ai découvert Rust, j'ai fait oh, Il se mais, pourrait qu'on y soit arrivé. mais je retrouve ce confort d'avoir le compilateur qui m'engueule quand je fais des conneries. Que je connaissais dans les années 90. Hein. Alors, beaucoup de gens disent que les langages typés, c'est compliqué, etc. Moi, j'ai une vision totalement différente. C'est que, en gros, je ne me fais pas confiance. Donc, s'il y a un compilateur qui peut trouver mes fautes de frappe pour moi, je suis ravi. Exactement. Voilà. Ok, bah voilà. Une passion pour eux. C'est vrai que c'était un des atomes crochus qu'on avait. Il y en a un autre, celui Ouais. dont on va parler. Mais oui, on sent bien que la communauté Rust, et en particulier la communauté Rust francophone, celle que je découvre aussi pas mal ces derniers temps, elle est développée, elle est engagée et ça fait bien plaisir. Donc, super cool. À creuser comparé à d'autres qui peuvent être plus rock'n'roll. Mais bon, après, c'est le prix de la passion quand on est. Alors, le sujet de ce soir, c'est OpenAPI. Je vais refaire un petit historique, on va un peu partager de savoir d'où ça vient, et puis surtout ce que c'est, parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément, il y en a qui en ont entendu parler, il y en a qui ont pratiqué, il y en a qui sont croyants et pas pratiquants, il y en a d'autres qui sont pratiquants mais pas forcément croyants, pour faire le parallèle. Et puis après, on verra un petit peu jusqu'où en fait ça va, et quelles conséquences ça a eu sur Elastic qui ont driver un certain nombre de réflexions que toi, tu as pu avoir par rapport à tout ce contexte-là. Donc, Yes. c'est ce que je partage. OpenAPI, c'est une spécification. Et ça vient d'où, en fait? Moi, j'ai connu OpenAPI quand ça s'appelait Swagger, quand c'était avant que ça soit cool. Et puis, justement, avant que ça soit Swag. Avec ce fameux nom que, comme d'habitude, dans tous les écosystèmes, c'est des noms qui sont à coucher dehors. Nommer les choses, c'est toujours extrêmement compliqué. Et c'est vrai que moi, je l'ai connu sous la forme vraiment la plus basique et je l'ai retrouvé. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment bougé. C'est le fameux Pet Store. Là, maintenant qu'il y a un OpenAPI 3.0. Mais effectivement, ce truc-là, avec des jolies couleurs qui nous permettaient de définir avec du JSON à l'époque. Je pense pas que c'était directement du YAML, puisqu'on était très basé sur la partie REST, HTTP, avec du JSON, etc. Et donc, le fait de se dire, oui, on peut éventuellement standardiser, en tout cas les attentes qu'on a, les fameux contrats d'API qu'on a en front et en back, avec cette définition, cette spécification, ce qui est devenu après l'Open API. Donc le mot Swagger reste encore, d'ailleurs ça reste Swagger avant l'acquisition par SmartBear, parce que c'est backé par une entreprise qui s'appelle SmartBear, même si toute la partie Open API Swagger elle est open source. Et au fur et à mesure, on a vu apparaître tout un tas de cas d'usage autour de cette spécification. Comment toi tu l'as découvert OpenAPI d'ailleurs? Ouf. Alors là, si on regarde, SmartBear en fait a commencé Swagger en 2011, donc ça remonte. Hein. Et comment est-ce que je l'ai découvert? Je pense que j'ai dû le découvrir avec les démos, si je dis pas de bêtises, du Pet Store de Spring. Tu sais, Spring, le framework Oui, bien arrivait sûr. avec une... Et je crois bien que c'est là-dedans que je l'ai trouvé. Il doit y avoir
une API Swagger associée et effectivement, l'écran que tu montres là, c'est le Play Store d'ailleurs, tiens, c'est peut-être pas par hasard. Et c'est un peu l'exemple canonique avec toujours le même look and feel qui n'a pas évolué depuis 2011, quoi, hein, ça c'est. Et puis après, j'ai vu Swagger devenir OpenAPI et se structurer comme un effort un peu indépendant qui est sorti du giron de SmartBear, même s'ils sont toujours très, très impliqués dedans, quoi. Oui, toujours très impliqué. Et c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose de... Je sais pas si tu l'as vécu comme moi, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant de croiser les perspectives. Et n'hésitez pas dans le chat, hein, je sais que vous commencez à arriver, si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça. Moi, c'est vrai qu'au début, c'était purement déclaratif. C'est-à-dire que... Mais même déclaratif au sens d'optionnel. C'était, voilà notre spécification. Et après, il y avait toute la partie code qui se passait plus ou moins bien, qui implémentait plus ou moins bien ce qui était décrit dans l'API. Et donc, on avait des deltas là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'itérations sur le fait de dire, ah oui, on va essayer de se rapprocher entre la partie code et la partie spécification, OpenAPI, Swagger, etc. Et ensuite, il y a eu la partie, oui, on va recevoir des requêtes du front pour le back, et donc on va utiliser la spécification pour faire une espèce de pré-filtrage avant pour être sûr que ça rentre. Par exemple, si je fais un put, est-ce que j'ai bien les attributs qui sont spécifiés, etc. Avec les limites qu'on verra après, mais au moins un premier contrôle et qui permettait de cracher des 400 dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ce genre de choses. Et après, j'ai vu arriver, moi, la partie côté un peu back-end, où là, on dit, même quand le back-end renvoie quelque chose, on le fait passer à travers un middleware qui utilise la spécification pour dire, est-ce ce qu'on renvoie respecte le contrat. Et donc, il y a eu pas mal d'itérations, j'ai l'impression, là-dessus, où on s'est dit, oui, on va rajouter un cas d'usage, mais finalement, l'aspect, même si elle a énormément évolué en dessous, j'ai l'impression que structurellement, c'est moins l'aspect que tout l'écosystème autour qui a commencé à se former. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Pour moi, je ferais 3 grandes catégories d'usage autour d'OpenAPI. Le premier, c'est la doc, hein, donc celle qu'on voit pour l'écran. Alors quand je dis doc, c'est à la fois la doc de référence, mais aussi les outils qui vont autour, qui permettent de créer des requêtes pour tester des choses, etc. C'est ça. La deuxième, tu l'as évoqué, c'est la validation. Alors la validation qui peut se faire en entrée, en sortie et tout ce qu'on veut. Et puis la troisième, et qui moi m'intéresse plus particulièrement, qui est la génération de code. Voilà. Moi, je sais que dès que j'ai vu OpenAPI, ces specs un petit peu formels, moi, je me suis dit, alors moi, la génération de code, j'ai commencé, c'est un truc qui m'a suivi pendant quasiment toute ma carrière. J'ai commencé à en faire au début des années 90, justement, dans les logiciels de centre de contrôle satellite, où on faisait du model-driven development, et on faisait de la génération de code, en gros, toute la structure de l'application était générée à partir de modèles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est un truc qui peut servir soit à faire de la génération de code, soit qui peut être généré automatiquement à partir du code, l'un ou l'autre. C'est ça. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, pour moi, il y a vraiment ces 3 aspects, hein. Il y a doc, il y a validation et il y a génération de code. Sachant que quand tu as génération de code, tu as plus ou moins la validation qui vient avec. C'est vrai. Oui, et c'est vrai que il y a cette espèce de schizophrénie, je trouve, qui s'est mise en place à un moment donné, de se dire quelle est la source de vérité. Est-ce que c'est le code et la spécification est générée? Ça, je l'ai connu, en fait, des trucs qui crachaient la spécification OpenAPI pour qu'elle soit stockée, ou même déjà juste hébergée sur un endpoint, souvent de la partie API, un peu comme ce qu'on aurait avec la partie OIDC maintenant, ce genre de choses. Ou alors, est-ce qu'on fait de la spécification first, où on commence à documenter les API directement en JSON ou en YAML, puisque c'est les deux manières de faire de la spécification OpenAPI, pour ensuite générer tout le reste. C'est là où je pense que ce fameux tout le reste, où on s'est dit, oui, on va y mettre, on va générer le code client, on va générer le code serveur, on va générer le code éventuellement Zod, puisqu'on fait beaucoup de TypeScript maintenant, le code Zod ou de validation entre les deux. Et là aussi, j'ai l'impression que l'écosystème a énormément itéré, open source toujours, mais énormément itéré pour traiter ces différents cas-là. Alors, je ne sais pas s'il a itéré ou s'il prend en compte des approches et des attentes différentes en fonction des populations. Parce que de soit générer le code, soit au contraire générer l'OpenAPI, je dirais ça dépend de tes pratiques et ça dépend aussi peut-être de l'état d'avancement de ton logiciel. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on est code first, par exemple, et qu'on va générer l'OpenAPI à partir du code. Ce qui a un certain nombre d'avantages parce que tu gardes un contrôle très fin sur le code. Ce qui a certains inconvénients, c'est que tu peux aussi dériver vers des choses qui potentiellement peuvent faire que ton OpenAPI ne soit plus complet. Tu vois, donc à l'inverse, si tu pars de l'aspect OpenAPI pour générer le code, tu vas être contraint par les capacités du générateur de code, qui permet
peut-être ne permettront pas d'avoir la finesse d'expression que tu voudrais avoir. Donc, je dirais, c'est peut-être pas forcément une itération de la spec en elle-même, c'est plutôt la prise en compte des différents points de vue et des différentes attentes de population qui est vaste en fait. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a pas forcément un use case qui prévaut maintenant, on retrouve toujours soit l'un, soit l'autre, suivant que, oui, on a des équipes qui sont soit très matures ou avec du code, je vais dire legacy, mais enfin du code existant, qui est déjà très présent et qui nécessiterait une rétro-documentation, que ça je l'ai vu aussi, ou alors de se dire, bah oui, on fait quelque chose de complètement nouveau, on n'a pas forcément soit la volonté, soit les compétences là-dessus, de se dire on va réimplémenter des API, et en fait on n'a pas spécialement besoin. Je pense en plus à un autre use case qui est arrivé entre-temps, parce qu'effectivement tu mentionnais 2011, mais 2011, bah, c'est pré-Docker, pré-Cube, pré-Cloud même d'une certaine manière, et il y a tous ces use cases-là qui sont arrivés. Pré-YAML peut-être bien aussi d'ailleurs, hein, je sais pas. Probablement pré-YAML, puisque moi c'est vrai que j'ai pas connu le YAML en OpenAPI, enfin je l'ai connu très très tard, parce que historiquement c'est vrai qu'on avait toujours associé ça à la partie JSON, justement parce que c'était très proche du HTTP. Et moi là où j'ai vu une transformation, et là où un peu ça m'a un peu explosé le cerveau, c'est quand j'ai commencé à voir des trucs type Gravity, voilà, des API Gateway, des Kong, etc., dire bah ouais, donnez-nous juste d'une manière ou d'une autre la spécification OpenAPI, et nous, en fait, on va générer tous les endpoints en entrée. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis. Alors déjà, je voudrais revenir aussi sur la dichotomie que je faisais entre génération de code ou génération d'API. Je pense aussi qu'il faut relier ça au langage de programmation que tu utilises. C'est-à-dire que si tu veux générer l'aspect d'OpenAPI à partir du code, il faut que tu aies un langage typé. Sinon, c'est pas possible. Parce que la spec OpenAPI, tu vas la générer par réflexion, par introspection de tes structures de données. Si tu as un langage qui n'est pas fortement typé, ou cette notion d'introspection du système de type n'existe pas, bah, tu peux juste pas la générer. Donc je pense qu'il y a un aspect lié à ça, c'est-à-dire que tu vas trouver, pour parler concrètement plus, la génération d'OpenAPI côté des développeurs Java, du .NET, des choses comme ça, alors que peut-être que la génération de code viendra plus côté PHP, JavaScript, parce que au contraire, ça te place un cadre dans lequel tu vas développer. Plutôt que l'inverse, où tu as déjà un cadre qui est apporté par le langage et que finalement tu vas traduire ce cadre en une représentation qui est indépendante du langage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il y a ces aspects-là. Je reviens sur YAML, je viens de regarder la page Wikipédia, et alors là je suis un peu sur le cul. La première version date de 2001. Ah, là on était mauvaise langue. Oui, donc je pense que ça a mis du temps avant d'émerger, hein, parce que moi je pense pas avoir vu YAML avant. Non, parce que je pense que historiquement, là, ça va vraiment être une réinterprétation historique. Je pense que historiquement, le YAML ne faisait pas partie de ce qu'on va appeler le développement web, puisque j'inclus OpenAPI là-dedans, et que c'était plus quelque chose qui était utilisé soit pour de la config, puisque c'est très proche du TOML et de ce qu'on pouvait avoir de ce point de vue-là, et de toute la mouvance qu'il y a eu après sur Cube, sur les charts. Et moi, je pense que c'est plutôt arrivé en passager clandestin, on va dire ça comme ça, de cet écosystème-là. Et après, on s'est dit, bah oui, quitte à faire du YAML déclaratif pour la partie infra, et que la partie OpenAPI, finalement, elle est un peu au milieu. En fait, c'est peut-être un vrai sujet DevOps pour le coup, parce que on est à la fois côté dev sur les contrôleurs et ce qu'on accepte en entrée, et puis aussi des modélisations métiers, et on est aussi côté Ops, parce que, comme je le disais, c'est des choses qui vont peut-être driver des ingress, driver des configurations d'API Gateway. C'est nativement utilisé dans les AWS et compagnie en point d'entrée. Donc ouais, je pense que ça se comprend aussi de cette manière-là. Yes. Et enfin, ouais, tiens, sur OpenAPI, moi je voudrais rajouter un quatrième use case, en plus de celui qu'on a dit sur la doc. Qu'est-ce qu'on a dit? La doc, la validation et la génération de code. C'est que nous, chez Elastic, c'est une cible de génération. On génère du OpenAPI à partir d'autre chose. Donc, qui n'a rien à voir. Qui n'est pas du code, et qui a un autre format de spec. Donc, pour nous, c'est un format d'export. Oui, parce que vous avez un langage typé suffisamment fortement en amont pour vous dire oui, on peut se permettre là de générer la spécification, ce qui n'aurait pas été forcément ce que tu disais le cas avec des langages dynamiques. On y reviendra en détail, mais c'est-à-dire que chez Elastic, on n'a pas du code qui nous permet de générer la spec d'OpenAPI, donc on a dû écrire cette spec. Et on n'a pas utilisé OpenAPI parce que c'était l'enfer et que OpenAPI ne permettait pas de capturer tout ce qu'on voulait capturer pour faire de la génération de code. Donc on a un autre langage de spécification, et OpenAPI est une cible de transformation de cette spécification pour alimenter des outils de doc, typiquement. Oui, c'est ça, parce que ça reste quand même, pour le meilleur et pour le pire, un standard.
Un standard, voilà, et il y Ouais. a tout un écosystème autour dont il serait dommage de se priver complètement. Donc, pour nous, c'est une cible de génération. Au même titre qu'on génère du code, on génère du OpenAPI. Oui, d'ailleurs, je trouve, c'est un aparté, mais je pense que d'un point de vue marketing, ils ont extrêmement bien réussi leur coup. Je pense que c'est peut-être même les premiers à avoir mis un open quelque chose qui est aussi bien pris, je trouve. Parce que tout le monde parlait de OpenAPI, enfin de Swagger à l'époque, et c'est vrai que Swagger était présent. Et ça s'appelle encore Swagger UI, Swagger Pet Store, ce genre de choses. Mais ils sont arrivés, et moi je me rappelle très bien de ce moment-là, ça a été vraiment le truc du bah non, maintenant c'est plus Swagger, c'est OpenAPI, et donc tout devient OpenAPI, ce qui a même d'ailleurs occasionné pas mal de confusion dans les écosystèmes, parce qu'on avait la moitié du Swagger, la moitié de l'OpenAPI, puis ça a été encore pire après quand il y a eu le bump en V3 majeur là, et moi je sais que j'ai été paumé la plupart du temps, parce qu'on avait des Swagger middleware, et puis en fait bah, finalement ça mangeait, mais ça mangeait pas tout à fait, parce qu'il y avait quand même des différences, il y a toujours des différences, rappelle à tout le monde que SEMVer, ça n'engage que ceux qui y croient. Ce genre de choses. Et puis, il y a eu ce move de rebranding derrière. Et moi, je trouve ça assez... ouais, je respecte en fait le move. Parce que je me dis, ils ont bien réussi leur coup. Et après, il faut rappeler aussi que Swagger OpenAPI n'était pas le premier dans ce domaine-là. Avant, il y a eu des efforts qui s'appelaient, notamment, moi j'aimais bien un truc qui s'appelait RAML, qui veut dire... C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Qui était aussi en YAML, mais à l'époque il était en JSON, mais c'est sémantiquement très proche d'OpenAPI. Et encore avant, il y avait un truc qui s'appelait WADL. Alors WADL, c'était encore à l'époque XML. Oui. En gros, c'était un langage de description d'API qui C'était était... avant, quand on était à l'époque des services SOAP, du WSDL, je pense qu'il y avait cette espèce de passif-là qui venait avec. Donc je pense c'est que en fait de mon souvenir WADL en gros était un dialecte XML qui en gros reprenait un petit peu des choses qu'on avait dans le monde SOAP et WSDL mais appliquées aux architectures REST qui étaient émergentes à l'époque. Donc il y a eu un peu cette mouvance là qui a commencé à émerger dans les années 2000 et qui ensuite s'est concentrée autour de Swagger, puis qui est devenu OpenAPI. Et maintenant, ces trucs-là sont tombés dans l'oubli, même si je vois que le site de RAML Oui, j'étais a l'air de... surpris. Quoi, ça, Oui, j'étais surpris. Après, il y a des chances. Mais c'est vrai que peut-être que c'était à une époque, mais enfin, c'est bête, c'est idiot. Je sais que ces débats-là, on les a eu 200 000 fois. Mais effectivement, je me rappelle de réactions un peu épidermiques, que ce soit sur des trucs qui ressemblaient à du XML, ça je l'ai bien senti, où c'était parce que ça ressemblait à du XML, non, on voulait pas en entendre parler. Alors que de plus en plus, on est en train de se dire que XML, avec son côté un petit peu typage force, c'était pas si mal que ça, en vrai. Alors, je peux te dire que ce qui m'a valu ce badge membre de la Fondation Apache dont on parlait tout à l'heure, c'est quand j'étais développeur sur un projet qui s'appelait Apache Cocoon, qui était un framework d'application XML. Ok. Donc, en gros, tu l'application à partir de pipelines de transformation de documents XML. Donc, XML, j'en ai bouffé et j'ai adoré. Et ça me manque, en gros, certaines choses de XML me manquent, notamment les namespaces. Oui, oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, JSON est une espèce de fourre-tout où tu mélanges plusieurs dialectes et c'est compliqué de savoir de quoi tu parles. Alors que XML a la belle avantage avec les namespaces que tu voyais que le préfixe était associé à une URL, tu savais exactement de quoi on parlait et tu savais le traiter. Yes. Non, mais c'est effectivement très puissant. Mais je pense que voilà, on est condamné de toute façon à réinventer la roue, à chaque fois de la faire de manière un peu différente. Et OpenAPI, au moins, on peut dire que c'est un pas dans le bon sens, que ça a permis à beaucoup de gens, je pense, de au moins se poser la question de, bah oui, c'est quoi mon contrat? Mais vraiment au sens physique, là où avant c'était quelque chose d'extrêmement vaporeux, de se dire, bah, on s'en tape. Ce qui m'amène aussi à la réflexion que, autant sur des API qui sont exposés avec des API qui sont publics, ça a beaucoup de sens, autant sur maintenant des mécanismes de déploiement qu'on ait besoin pour les API Gateway de les configurer avec ce genre de standards, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de perversions aussi dans des boîtes qui justement commençaient à faire la séparation front d'un côté, back de l'autre, alors qu'avant tout était full stack, je le rappelle, de se dire, bah ouais, comme on a séparé les équipes en deux et qu'on a créé cette belle siloisation au milieu, on va devoir mettre un contrat d'OpenAPI, là où avant ça aurait peut-être pas été forcément nécessaire, à l'époque où les serveurs crachaient eux-mêmes du HTML. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu un problème qu'on s'est auto-imposé finalement, sur pas mal de sujets. Yes, et donc, vous avez commencé à vous en servir côté élastique. Comment ça s'est passé ça?
Donc, on fait un peu d'historique de mon arrivée dans cette équipe des développeurs tools. C'était mon deuxième poste chez Elastic, où en gros, je voulais changer d'équipe et puis il y avait un poste ouvert pour développer une nouvelle génération de librairies clients qui était basée sur la génération de code. Parce que historiquement, il faut savoir que les librairies clients Elastic étaient écrites à la main. Alors sur les langages, donc on distinguait des clients low level qui s'occupait uniquement des URL, on va dire, en gros, à mettre une fonction par nom de endpoint pour faciliter un peu l'autocomplétion, etc., mais qui s'intéressait pas du tout à la partie typage des réponses et requêtes. Et dans deux langages fortement typés, C# et Java, on avait des langages qui couvraient la totalité de l'API. Enfin, pardon, des clients qui couvraient la totalité de l'API. Ces choses-là étaient écrites à la main. Donc il y avait deux équipes de 3 personnes à temps plein, donc une pour Java, une pour C#, et qui en permanence, en gros, couraient après les équipes Elasticsearch qui rajoutaient des API dans le serveur pour comprendre les évolutions, les changements et mettre à jour les librairies clients. Alors, pourquoi ça? Parce que historiquement, Elasticsearch a démarré en 2012, si je ne dis pas de bêtises, avec des API REST. Si on parle un peu comment c'est codé derrière, c'est du Java. Pour des raisons de performance, le choix avait été pris de dire on fait du JSON en streaming. Alors, quand tu traites du JSON, ceux qui ont fait du XML, ça va leur rappeler des choses qui s'appelaient SACS en XML. C'est-à-dire que tu peux soit lire ton JSON sous forme d'un arbre d'objets et de propriétés, soit tu peux le lire sous forme d'un flux d'événements, genre début d'objet, nom de propriété, entier, booléen, début de tableau, valeur, fin de tableau, etc. Donc, pour des raisons de performance, Elasticsearch utilise cette approche en streaming. Ce qui veut dire qu'ils n'utilisent pas du tout les outils traditionnels qu'on a en Java type Jackson, qui te font du mapping JSON vers objet, et que tout ça a été codé à la mimine. Donc, ça veut dire énormément de lignes de code, et ça veut dire surtout qu'on n'avait pas forcément un mapping un vers un entre des structures de données Java et le JSON qui était sur le tuyau. Ce qui ne nous permettait pas de faire une introspection pour ressortir une spécification JSON, parce que dans le parsing de ce flux d'événements JSON, ça allait remplir une structure Java, mais pas forcément, qui n'était pas forcément le reflet exact du JSON. Donc, et de tout reprendre de zéro, en fait. On était devant un système complexe. À l'époque, je crois qu'on devait avoir pas loin de 400 endpoints. Aujourd'hui, ou peut-être 350. Aujourd'hui, on en a 560 endpoints. 560. Commence à causer. Et qui se décline derrière en, je crois, pas loin de 4000 structures de données. Tu vois un peu l'ampleur du truc, quoi. Ouais. C'est colossal, quoi. C'est colossal. Et donc, il y avait ces équipes qui, en gros, passaient leur journée à coder, coder du JSON, quoi, dans des librairies clients. Donc, un travail d'une part assez rébarbatif, et puis surtout avec un coût, quoi, pour l'entreprise, parce que ça faisait 6 personnes à temps plein pour faire un qui n'avait pas vraiment de comment dire, de technicité qui justifiait d'employer des ingénieurs. Oui, c'est ça, mais c'est une charge à part entière. Oui, c'est un projet, quoi. C'est une charge à part entière. Et donc, et surtout, on était limité à 2 langages, sachant qu'il y avait d'autres langages où on voulait avoir un support complet. Go commençait à arriver, qui est un langage typé. Et des langages comme PHP commençaient à avoir un système de typage assez bien foutu. Et puis, on voulait avoir une couverture plus vaste dans un ensemble de langages. Aujourd'hui, on couvre 8 langages. Alors, si je les nomme, il y a du PHP, du Ruby, du Python, JavaScript, TypeScript, du Go, du Java, du C# et du Rust. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Voilà. Et en gros, l'idée, ça a été de dire, on peut pas faire autre chose que générer le code. Sinon, c'est pas tenable. Oui. On peut pas faire 8 langages avec une API qui évolue en permanence si on fait pas de génération de code. Problème, on n'avait pas de spec d'API et pas possibilité de la générer à partir du code. Comment on fait? Bon, on relève les manches et on se dit, on va l'écrire la spec d'API. Donc, on a commencé à vouloir faire ça en OpenAPI. On commence à regarder. Alors, pour la faire, en fait, on regarde la doc d'Elasticsearch, on regarde aussi les tests de validation
qui en gros, il y a un driver de test de validation où il y a des requêtes en JSON qui sont préparées, qu'on envoie au serveur, et puis on vérifie en gros ce qui sort en réponse. Donc on avait une base en fait pour savoir à quoi ça ressemblait sans avoir besoin d'aller lire le code. Et on commence à essayer de mettre un Open API là-dessus. Et on se rend compte en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pour un certain nombre de raisons, parce que OpenAPI, même s'il est très souple dans son expressivité, est malgré tout limité. Hein. Alors, les limitations, c'est un mix à la fois de limitations d'OpenAPI et j'allais dire de mauvais design d'Elasticsearch. Elasticsearch, il faut savoir que ça a été créé avec l'utilisateur qui fait des requêtes curl en tête. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été conçues pour que ce soit facile à taper en curl. Alors, exemple typique. Les tableaux, quand vous avez un champ qui accepte une valeur tableau dans Elasticsearch, le tableau peut exprimer sous forme d'un objet ou d'un tableau. C'est-à-dire que si un objet tout seul est considéré comme un tableau à un élément. Ah oui, d'accord. Donc on a ces espèces d'unions, ce que j'appelle moi le lenient array, donc en gros le tableau tolérant, oui, flexible, qui fait le tableau flexible, qui fait que partout on a ces unions entre un type ou le tableau du type. Mais pour autant, quand je code en Java, par exemple, j'ai pas envie d'avoir cette union parce que je sais pas l'exprimer en Java. Moi, je veux un tableau, hein, je veux une liste dans laquelle je vais mettre un élément. Et derrière, ça se débrouille. Donc, mais malgré tout, on a des gens qui vont avoir du JSON qui est prêt, qui vont coder en JavaScript ou en TypeScript et qui vont dire, moi, je copie-colle ce que j'ai essayé qui marche en curl dans en JavaScript, et puis ça doit marcher. Donc si on dit cette tolérance sur les tableaux, on la supprime parce que c'est pas canonique, c'est pas régulier, on va casser des choses. Donc il y a besoin de capturer ces choses-là. Après, on a aussi plein de petits détails sur des paramètres de requête qui ont une influence sur la façon dont tu écris le code à l'intérieur, le corps des requêtes, etc. Et puis surtout, comme on cible 8 langages et qu'on voulait faire de la génération de code, il fallait qu'on ait quelque chose qui nous permette d'exprimer aussi des structures de données de langage de programmation. Alors typiquement, tu donnes une API Elasticsearch à un développeur Java, il va s'attendre pour certaines choses à avoir de l'héritage, à avoir des paramètres génériques, des choses comme ça. Comment tu exprimes ça dans OpenAPI ? Oui. Tu peux pas. Hein. Donc il y a toute une partie sémantique de langage de programmation qui ne fait pas partie du JSON, parce qu'il faut rappeler que OpenAPI est conçu pour représenter et modéliser du JSON. On disait oui. Voilà, mais là, ici, on a besoin d'autre chose, qui est pouvoir générer du code et pouvoir générer des librairies clients qui sont confortables, qui sont idiomatiques. Donc, typiquement, tu veux des paramètres génériques en Java, tu veux de l'héritage. Quand tu veux faire du TypeScript, tu veux des unions, tu veux des choses comme ça. Toutes ces structures de données qui sont idiomatiques dans tes différents langages. L'utilisateur de librairie client, s'il utilise un client, c'est justement parce qu'il ne veut pas s'occuper du JSON. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Il veut une librairie qui soit confort, qui soit conforme aussi à ses habitudes dans son langage. Et donc, on a besoin de capturer des informations d'un niveau sémantique qui n'existe pas dans OpenAPI. Donc, partant du constat double, si tu veux, que d'une part, il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à faire rentrer même au chausse-pied dans les contraintes de JSON Schema, et d'autre part, qu'il y avait des choses que carrément on ne pouvait pas exprimer dans OpenAPI parce qu'il fallait des structures de code, on s'est dit, finalement, est-ce qu'ils ne nous font pas un langage de programmation pour représenter l'aspect d'API ? Et là, on s'est dit, mais en fait, ça existe. Il y a nos amis de chez Microsoft, là, ils ont fait un langage qui s'appelle TypeScript. Et TypeScript a été conçu pour rajouter du typage au-dessus de JavaScript. Exactement. JSON, c'est ni plus ni moins que des valeurs JavaScript. Donc, tu définis des structures de données en TypeScript et tu valides ton JSON. Alors, tu valides ton JSON dans certaines limites. C'est-à-dire que OpenAPI, avec JSON Schema, va permettre de te dire ce truc-là doit être un adresse email, par exemple, ou ça doit être une valeur entre 0 et 100. En TypeScript, tu ne le fais pas. Par contre, tu vas dire est-ce que c'est une chaîne de caractères ou est-ce que c'est un entier ? Donc là, nous, on est parti du constat aussi que on n'avait pas besoin de faire la validation au niveau des valeurs, parce que le serveur Elasticsearch, lui, l'a fait de toute façon. Oui. Donc on s'est dit, librairie client, elle doit simplement s'assurer que la donnée est correctement structurée
toutes les validations se font de toute façon côté serveur. Ça sert à rien de les faire une fois côté client et ensuite une fois côté serveur. De toute façon, tu vas envoyer ta requête. Si une erreur doit apparaître, ok, tu as fait une requête en trop au serveur, c'est pas dramatique, mais ça évite de dupliquer l'effort. C'est ça, c'est pas dramatique et le ROI de toute façon ne vaut pas le coup. Enfin, du moins, vous l'aviez jugé comme tel. Ça, c'est important. Exactement. Et comme de toute façon, il faut faire la validation côté serveur, tu peux pas te contenter de la faire côté client. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine d'avoir à recapturer ça côté client, avec en plus tous les problèmes d'incohérence qu'il peut y avoir si les valeurs par défaut ou les contraintes changent côté serveur. Donc on s'est dit, la validation au niveau des valeurs, on s'en fiche. La seule chose qui nous importe, c'est le type. Et là, TypeScript, c'est parfait. Pourquoi? Parce que en gros, le système de type de TypeScript, c'est un peu le foutoir des fois, hein, mais par contre, ça permet de capturer tellement de choses. Tu dis ça parce qu'on peut faire Doom en TypeScript, c'est... Ouais. Et du coup, on s'est dit, voilà, TypeScript, on a des unions, on a des systèmes de type riche, on a de l'héritage, on a des paramètres génériques. Ça va très loin, oui, on a des trucs conditionnels. Justement, oui, c'est Turing Complete, donc on a accès limite à un langage de programmation en méta-programmation, puisqu'on est par-dessus en superset, juste uniquement au niveau du système typal. Donc. Ouais, mais enfin, sans même aller jusque-là, si tu veux, on ne voulait pas réécrire Elasticsearch dans le système de type de TypeScript, typiquement, mais en gros, si tu veux, on avait une grammaire suffisamment expressive pour pouvoir capturer en gros tout ce qui nous intéressait. Malgré tout, il y avait quelques petites bricoles qu'on ne pouvait pas attraper dans TypeScript. Et donc là, on a créé des annotations particulières, tu sais, des oui. des SDOG. Décorateurs. Des petites métadonnées qui nous permettaient de capturer ces informations-là. Donc, à partir de ça, finalement, on a défini alors un sous-ensemble de TypeScript, parce qu'en gros, on ne voulait pas faire toute la richesse de TypeScript, qui était un peu le bordel. Plus ces petites annotations, on est arrivé à quelque chose qui nous a permis de capturer l'intégralité de l'API d'Elasticsearch. Alors, si je continue l'histoire, ensuite, on s'est dit, bon, ok, on a trouvé comment générer notre API. Maintenant, comment on génère du code? Alors on s'est dit, voilà, on va prendre le compilo TypeScript, il y a un parseur, on va prendre l'abstract syntax tree, et puis on va partir de là. Sauf qu'on s'est rapidement rendu compte que générer du code à partir de ça, c'est chaud quand même, parce que l'abstract syntax tree, c'est quand même très bas niveau. C'est-à-dire c'est très très bas niveau, et il te manque une vision un peu plus large de la notion de structure de données, parce que tu as juste des noms dans un arbre syntaxique. Oui, tu n'as même pas accès à la sémantique de tes données, tu as vraiment juste l'arbre, quoi. La sémantique des données. Donc, on a défini ce que moi j'ai appelé un métamodèle, c'est-à-dire que c'est un modèle pour représenter les modèles d'API, qui est un format très simple, très canonique de décrire des structures de données qui adressaient nos 8 langages. Donc tu retrouves la notion de une classe avec des propriétés, avec des types, avec un héritage, des paramètres génériques, etc. Mais c'est extrêmement contraint. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on transpile le TypeScript dans ce langage, cette représentation intermédiaire, qui elle est non ambiguë, absolument canonique, et c'est de là qu'on génère le code. Okay. Donc j'ai fait un talk là-dessus où on voit ce schéma d'architecture, et donc on a cette phase comme ça où on transpile le TypeScript dans notre schéma canonique, et de là on a écrit tous les générateurs. Oui, c'est ce que tu m'as partagé là. Yes, voilà, c'est ça. Cette fameuse conf que tu as fait au Riviera Jug, entre autres, justement pour parler de ça. Voilà, il y a 3-4 ans, je crois, je t'ai donné beaucoup de jugs en France m'ont demandé de venir le faire. Mettre le lien pour le chat. Et dans ce talk, il y a 2 parties. C'était basé sur la genèse, enfin en gros l'utilisation du nouveau client Java que j'avais développé, et puis avec une deuxième partie sur la partie ingénierie, qui est en train de parler sur comment est-ce qu'on a fait, quoi. Tiens, alors exemple typique, voilà, très bien cet écran. On voit là la description de l'API de recherche d'Elasticsearch en TypeScript. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est Search Request, c'est une classe ou une interface qui étant request base, qui sont en gros tous les paramètres de requête qui sont communs à l'intégralité de l'API Elasticsearch. Et on voit qu'il y a 3 sections dedans. Les parties, les éléments du pass, parce que c'est search, et puis derrière un placeholder avec le nom d'index. Et on a des paramètres de requête, et ensuite le body. Et donc là, on voit, c'est du TypeScript, avec des paramètres optionnels, avec des typages. On a même défini nos types à nous. Tu vois, il y a indices. Indices, c'est quoi? C'est une liste de noms d'index Elasticsearch. Alors, voilà. Donc derrière, c'est des strings. Oui, ce que j'allais dire. On a typé sous forme, c'est des index. Ça permet quoi, ça?
Dans Kibana, qui est l'outil graphique associé à Elasticsearch, vous avez une console de développement dans laquelle on peut taper des commandes en ligne, etc. Ils utilisent cette spec pour générer l'autocomplétion. C'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a un truc de type index ou indices, ils savent qu'il faut aller taper dans Elasticsearch, aller consulter la liste des index et proposer la complétion à partir de ça. D'accord. Donc, et ça, c'est un use case qui est arrivé bien plus tard dans l'histoire du projet. Au début, nous, notre vision, c'était uniquement génération de code. Mais où on voit que si tu veux avoir un bon typage, une bonne modélisation de ton API, finalement, ouvre des perspectives très intéressantes. Et typiquement, dans OpenAPI, indices, là, ça aurait été juste un tableau de string. Oui. C'est ça, parce que effectivement, dans la spécification, on va avoir des références à des $f, etc. Mais on est de toute façon contraint par ce qu'on arrive à y mettre dedans. Donc, essayer de mettre de la sémantique là-dedans et de définir ça, c'est vrai que c'est une purge. Donc, l'intérêt du TypeScript, tu vois, il est multiple. C'est que, alors d'une part, moi, comme je dis, aujourd'hui, cette spec en TypeScript, elle fait pas loin de 100 000 lignes de code. S'il avait fallu ça en OpenAPI, en YAML, moi, comme je dis, j'aurais posé ma dème. Moi, je me serais J'avoue. Voilà, TypeScript a l'intérêt, c'est qu'on a les IDE qui fonctionnent avec ça. Donc là, tu navigues dans ton IntelliJ ou ton VS Code très facilement. Tu as les linters, tu as tout ce que tu veux. Et tu vois qu'on peut capturer une sémantique, tiens, les types génériques. Alors là, type générique, pourquoi? Parce que quand on fait une requête dans Elasticsearch, ça va remonter des documents qui sont stockés dans l'index. C'est du JSON. Si tu es dans un monde JavaScript, tu prends le JSON tel quel. Si tu es dans un monde Java, bah, l'arbre JSON, c'est pas cool, quoi. Tu n'es pas habitué à manipuler ça. Tu veux qu'on te le remonte sous forme d'un objet métier de ton application. Donc, au niveau de l'aspect qu'on a dit, bah, c'est un paramètre générique qui est fourni par l'utilisateur. Quand on crée le client TypeScript ou JavaScript, cette information-là disparaît, elle n'existe pas. Enfin, pardon, si, elle existe en TypeScript, mais quand on crée, par exemple, en Ruby, ça n'existe pas. Oui. Quand on génère Java, ça devient effectivement un paramètre générique qu'on va passer à Jackson pour faire un mapping JSON vers objet. C'est-à-dire que dans le client Java qui est généré à partir de ça, tu dis je fais un search et je veux que tu me renvoies des fiches produits. Oui, je vois bien le truc, puisque je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai fait Service Notif, il y avait justement dans le parsing de côté CRD, etc., de CRD JSON, le fait d'utiliser le fiche operator, justement pour dire, je veux que tu fasses le parsing du JSON dans mon type métier cible. Donc on est exactement là-dedans, quoi. Exactement. Et donc, tu vois, là, l'intérêt aussi d'avoir un vrai langage, c'est-à-dire que notre objectif initial, c'était de générer des clients dans différents langages. On a utilisé un langage de programmation pour modéliser l'API. On est au même niveau sémantique. Et derrière, cette chose-là nous permet ensuite, selon le langage cible, d'élaguer ou supprimer certaines fonctionnalités, d'en garder d'autres. Typiquement, là, on voit, avant, il y avait un héritage. Quand tu fais du Go, tu n'as pas d'héritage. Qu'est-ce que tu fais? Tu parcours l'arbre d'héritage et tu fais un flatten, tu mets tout à plat. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on fait en Go. Par contre, en Java, tu gardes l'héritage. Parce qu'on peut se le permettre, oui. Parce qu'on peut se le permettre. Et surtout que les développeurs Java vont attendre qu'il y ait un arbre de classe. Quand il y a des communes, on s'attend naturellement à ce qu'elles soient représentées sous forme d'une superclasse. Donc, cette approche-là, si tu veux, nous a permis de satisfaire tous les besoins de génération de code, d'avoir une spec d'API qui était très expressive, parce que c'était un langage de programmation, avec tout l'outillage qui va autour. Et ensuite, s'est posé la question, j'en parle dans mon talk, de la validation. Comme c'est quelque chose qu'on avait écrit à la main à partir d'une rétro-ingénierie, on va dire, d'Elasticsearch, comment est-ce qu'on valide que c'est correct? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, on a développé un petit driver de test, les tests de validation d'Elasticsearch. Il y a plus de 6000 tests de validation qui, en gros, font des requêtes au serveur et ensuite récupèrent la réponse et font des assertions sur la réponse. Donc, on s'est mis en coupure entre le driver de test et Elasticsearch. On a capturé toutes les requêtes, toutes les réponses. Ce qui nous a donné 12 000 fichiers, un truc comme ça, quoi. Et chacun de ces fichiers, on savait les associer à un type dans la définition d'API, un type requête, type réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le compilateur TypeScript. Il y a des gens qui ont fait un extrait du compilateur TypeScript qui s'appelle tsmorph, qui te permet en gros de donner un objet JSON quelconque, de le coller dans le truc en disant ça, est-ce que c'est conforme à ce type-là ou pas? Ok. Il te dit oui. Découvre. Voilà.
Et en gros, ça nous a permis de dire, voilà, on récupère ces 12 000 bouts de JSON, et comme on connaît le type associé, on va demander à TSMorph, est-ce que ce JSON-là est conforme à ce type? Ce qui nous a permis de valider l'aspect d'API. D'accord. Tu vois? Donc on a ce truc-là qui tourne en permanence. Ça fait partie de nos tests d'intégration. En permanence, on chope toutes les requêtes et réponses des tests de validation d'Elasticsearch et on regarde déjà, est-ce qu'il y a des types qui manquent? Est-ce que les déclarations sont correctes? Est-ce qu'il y a des propriétés en trop, des propriétés qui manquent, des types qui sont mauvais, etc. Donc ça fait partie du processus de CI. Donc ça veut dire que même si on ne génère pas l'aspect à partir du code de serveur, on a malgré tout une connexion directe. Voilà, tu le vois ici, là. Ça fait partie du CI. En gros, on a pour nos 500 endpoints un rapport de est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est rouge. Et ça nous a permis très rapidement, comme ça, d'avoir quelque chose d'extrêmement robuste. Ok. Voilà. Et ça, actuellement, donc c'est quelque chose que vous avez initié, vous avez lancé. Ça représente une charge de combien en vitesse de croisière maintenant à maintenir? Donc il y a eu un énorme effort au début pour mettre en place tout ce système, donc à la fois exprimer l'aspect en OpenAPI, donc une partie rétro-ingénierie, la partie aussi tooling. Je parlais du métamodèle tout à l'heure, ça c'est moi qui l'ai défini. On a fait le compilateur, enfin le transpiler, etc. Et après, donc ça c'est un travail de l'ensemble de l'équipe. Et ensuite, chacun part avec ce modèle canonique pour faire son générateur de code. Sachant qu'on a une dizaine de personnes dans l'équipe, on a des gens qui sont vraiment des experts sur chacun des langages. On a un gars qui a travaillé 12 ans chez Zend côté PHP, on a un core contributeur de Ruby on Rails pour Ruby, on a un mainteneur du RLlib 3 pour Python, etc. etc. quoi. Des furieux à la flamme bien moyenâgeuse, ouais, je vois bien l'idée, je vois bien le CV, ouais. Il y a du lourd. Alors pourquoi ça? Parce que pour vraiment, en gros, l'objectif, c'est qu'on fasse des librairies clients qui soient vraiment, vraiment idiomatiques. C'est-à-dire qu'il Oui. faut que le langage cible, on ait vécu dedans, on ait nagé dedans, on se soit noyé dedans, en fait, pour bien comprendre comment ça fonctionne et qu'on connaisse l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui sont des spécialisés de l'écosystème. Et chacun des générateurs est aussi écrit dans le langage cible. Alors, on aurait pu faire un langage unique de génération. Ouais, ce que j'allais dire, oui, ça m'intéresse, ça, ok. Le générateur Java est écrit en Java, le générateur Go est écrit en Go, le générateur Python est écrit en Python. Pourquoi? Parce que c'est les spécialistes des langages qui les ont écrits. Et donc, on ne va pas demander à un expert de Python d'écrire un générateur en TypeScript ou en Java. Oui, c'est une version du You Build It, You Run It, d'une certaine manière, quoi. Alors, c'est parfaitement exprimé. Je ne pensais pas comme ça, mais c'est exactement ça, en fait. Tu vois, et ce qui fait que chacun ensuite écrit son générateur et puis maintient sa librairie client. Voilà. Et donc, si tu pousses un petit peu plus loin dans les slides, il y a un schéma plus global où je décris aussi encore un peu, tac, 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 voilà, on y est. Donc, voilà. Donc, on voit cette architecture. Donc, on parle de la spécification TypeScript. Il y a ce transpiler au milieu là qui s'appelle Spec Compiler. On a le format pivot intermédiaire qu'on appelle schémage.json parce qu'on n'a pas réussi à trouver un meilleur nom et donc le nom est resté, voilà. Et derrière, on a les différents générateurs de code. Alors, si on regarde en haut, on a un générateur d'OpenAPI. Ok. Donc ça surprend toujours les gens parce que quand j'explique ce qu'on fait, je dis OpenAPI ça marche pas, c'est pourri, on peut rien faire, etc. quoi. Et puis on voit OpenAPI apparaître dans ce truc-là et ils se disent mais pourquoi que ça fout là quoi. Et en fait il y a un écosystème autour d'OpenAPI. C'est dommage de pas en bénéficier, notamment un écosystème de générateurs de doc. Et il se trouve que en gros les limitations d'OpenAPI qui ne nous permettent pas d'utiliser comme de la génération de code ne sont pas une limitation quand on génère de la doc. Okay. Donc, en gros, à partir de ce schéma canonique, on génère une représentation OpenAPI avec toute son ambiguïté, etc., qui fait que régénérer du code à partir de ça serait compliqué, mais malgré tout, on arrive à capturer quasiment tout. En fait, on arrive à capturer suffisamment pour pouvoir produire une doc de référence. Oui, sans que ce soit un problème, parce que, comme on disait, le diable est dans les détails d'implémentation, donc c'est à 80% correct, quoi. Ouais, ou je dirais à 95% correct. C'est vrai. Mais tu n'as pas besoin, quand tu génères la doc, tu n'as pas besoin des sémantiques d'héritage ou de paramètres génériques, par exemple. Voilà, par exemple. Important. Ce qui t'intéresse, c'est de montrer un exemple de l'utilisation de l'API avec du JSON. Donc OpenAPI, pour nous, est une cible de génération.
à partir de ce modèle canonique de représentation de l'API. Et de là, on l'envoie sur des outils de génération de doc. D'accord. Ou aussi sur d'autres. On a découvert aussi que il y a quelqu'un qui a écrit un plugin VS Code pour Elasticsearch à partir de cette spec d'OpenAPI. Alors, ce qui est marrant, c'est que comme tout ça est open source, nous, la génération OpenAPI, on l'a fait pour les besoins de notre équipe doc interne, mais comme c'est open source, bah, c'est là, quoi. Et puis un jour, on a vu arriver des issues sur le GitHub de gens qui nous expliquaient des trucs, etc. Donc du coup, on discute, mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah, moi, j'ai fait un plugin VS Code pour pouvoir faire de la complétion automatique dans tel cas, machin, etc. Ah bon? Ah bah c'est cool. Ouais, Voilà, c'est donc, génial ça. ouais. Par contre, là où on s'est dit, bah, ah oui, merde, du coup, OpenAPI, ça devient un contrat important, il faut pas qu'on le pète, quoi. Ah ouais, donc tu te retrouves avec le fait de dire on documente l'API qui devient un contrat sans forcément qu'on le voulait. Il y a une méta-loi qui s'appelle la loi d'Irem. Oh, méta-loi mentionnée. Et si tu veux, de la même façon qu'on faisait très attention dans les générateurs de code à pas casser la compatibilité quand on faisait évoluer le générateur, là on se rend compte que le format OpenAPI, on peut pas forcément le faire évoluer comme on veut pour prendre en compte les besoins de la doc. Hmm. Et donc, en gros, bah, d'ailleurs, je bosse là-dessus en ce moment parce qu'on a refondu la doc chez Elastic. Maintenant, on a, en gros, ce générateur OpenAPI, il a pas mal de petits paramètres pour le tuner parce qu'on se rend compte qu'il y a un OpenAPI, on va dire, canonique et qu'on le tweak beaucoup pour pouvoir le faire rentrer dans notre outil de doc, en fait. Tu vois, ça, c'est... Ok, oui, d'où le OpenAPI et API Docs, quoi. Voilà, ouais. Il y a une flèche entre les deux, mais je sens qu'il y a du taf dans cette flèche, comme on dit souvent. Oui, la boîte rectangulaire OpenAPI, bah tiens, c'est écrit en Rust, alors on pourra en parler. C'est mon premier essai pour faire rentrer du Rust chez Elastic en douce, en le compilant en WebAssembly, et il tourne dans du Node. Voilà, si tu... Comme quoi. Voilà. Comme quoi, ok. Et voilà, bon, j'ai beaucoup causé là, donc je sais pas si tu as des choses à... Non, moi, je trouve ça effectivement passionnant parce que vous n'avez pas subi la chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est souvent, je vois dans les organisations, j'en parlais encore ce midi. Souvent, je vois dans les organisations des trucs qui ont été mis en place par des gens jadis, qui étaient de toute façon à 99% bien intentionnés. C'est pas le sujet. Mais très souvent, je vois les gens après qui subissent ce genre de choses. Et moi, qui suis consultant technique, quand j'arrive dans les boîtes, je regarde, puis je leur dis, mais là, vous avez généré un Open API, mais pourquoi faire? Enfin, ça vous sert à quoi? Et 80% du temps, on sait pas me répondre. Des fois, c'est pour l'API Gateway, des fois, c'est parce que il nous fallait bien quelque chose entre le front et le back, ou alors il y a tel middleware qui s'en sert pour ça. Ils ont se dit, ben non, mais ça, c'est redondant avec votre API Gateway ou votre Ingress, enfin, ce genre de choses. Et ouais, il y a ce genre toujours de sujet. Moi, ce que je trouve admirable, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je veux dire Elastic du manière générale, mais c'est vous qui êtes bien évidemment à la manœuvre derrière, mais c'est Elastic qui a dit ok, on va prendre le temps de dépenser du pognon là-dedans parce qu'on sait que c'est important, on parle de 8 langages de programmation en cible, et de se dire on va renverser le truc sur sa tête et on va pas subir les choses, on a des gens qui sont suffisamment motivés, chacun compétent dans son langage respectif, et j'aime beaucoup cette approche très pragmatique du c'est toi qui es embêté, c'est toi qui t'en occupe, qui est très open source finalement quand on va dans le truc. Et vous êtes dans une démarche limite d'inner source plus par rapport à ça, et vous drivez le truc en vous disant ok, j'en ai besoin, je m'en occupe, je porte le sujet, j'en suis un peu le sponsor, hein, c'est un peu ça l'idée derrière. Faut le vendre au-dessus, quoi, j'imagine. Non, ce que tu vends au-dessus, c'est le fait que en moins d'un an, on va faire les 8 clients typés pour tous ces langages. Ah, mais ça déjà, faut arriver à le vendre. Oui. Non, enfin, en gros, c'était prévendu. C'est ça qui a fait que je suis arrivé dans cette équipe, en fait. Oui, d'accord, ok, oui. Oui, après, de toute façon, vous avez une telle masse. Tu me disais quoi, 600 endpoints, hein, c'était ça? Ouais, on arrive pas loin des 600 maintenant. Grosso modo, ouais, c'est ça. On approche des 4000 structures de données quand tu décomposes le JSON en... Voilà, donc quand après tu rajoutes derrière l'aspect qualitatif, test auto, test de non-règles, sur une entreprise comme Elastic qui s'inscrit dans un temps long, hein, je veux dire, Elastic, ils sont pas là pour faire les trucs en un an et puis après démerdez-vous. Non, on est vraiment sur un truc sur le temps long. Ça paraît logique qu'à un moment donné, enfin, ils ont pas con au-dessus, quoi. Ils font 2 + 2 et puis ils se disent, ok, on va mettre du pognon là-dedans. En plus, ils ont l'air assez furieux, les mecs en dessous, là, donc why not? Et je vais rebondir sur ce que tu disais, où tu disais que tu as vu des Open API où les gens ils savent pas trop pourquoi ils le fassent. Je pense qu'il faut aussi replacer ça dans le contexte d'Elastic. Elastic, on peut considérer que c'est un éditeur de base de données, d'une certaine manière. Hein. Elasticsearch, c'est un système de recherche, mais c'est une base de données spécialisée. Donc, alors, d'une part, on est éditeur, d'autre part, de base de données.
Donc ça veut dire que tu prends un Postgres par exemple, il arrive avec ses drivers. Hmm. Hein. C'est très différent d'un système SaaS par exemple où tu as une API et tu veux permettre aux développeurs d'utiliser ton API, mais c'est plus quasiment une utilisation à la marge. Et donc tu vas leur fournir OpenAPI en leur disant voilà, vous avez un contrat d'API, on vous le fournit, démerdez-vous, générez vos clients, on vous le fournit. Nous, en tant qu'éditeur d'un truc qui s'apparente à une base de données, c'est dans notre mission, ça fait partie du périmètre du produit de fournir les drivers. Ok. Donc ça fait partie à part entière du produit. C'est-à-dire que le produit est à plusieurs composantes. Il y a une composante serveur qui est Elasticsearch. Il y a cette galaxie de librairies clients qui sont le point d'entrée vers le serveur. Oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit notamment sur les langages enterprise, .NET et Java. On se rend compte via les tickets de support qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui découvrent Elasticsearch à travers les librairies clients et qui ne l'utilisent pas directement. Ok. Ça, c'est intéressant pour le coup. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a aussi un énorme effort de doc dans les librairies clients. Typiquement, alors on ne le voit pas sur la version qui est sur les slides que tu as montré, mais si vous allez sur le repository GitHub, donc c'est Elastic/Elasticsearch spécification sur GitHub, notre équipe de doc est en train de réinjecter dans l'aspect d'API toutes les informations qui étaient avant dans des docs écrites à la main. Voilà, c'est ça là. Donc si tu vas dans le répertoire qui s'appelle spécification, tac, et puis là on va trouver toutes nos petites affaires. Alors je sais pas, prendre n'importe lequel. Allez, indices, tiens, indices, Ah, il y a on des en trucs. parlait. Allez, indices. Les index, et tu vas faire genre, il y a create, voilà, create, c'est la création d'un index. Et là tu vois, donc on a la requête et la réponse. Donc tu cliques sur la request par exemple. Qu'est-ce qu'on voit? Donc voilà, tu vois là ici, il y a toute cette doc. Alors, tu vois, donc on s'est basé sur Markdown comme langage pour la doc, même Ouais. si c'est pas forcément ce qui est officiel dans la doc TypeScript, ça on s'en fout, on a dit nous on prend du Markdown. Et derrière, ça sert à générer quoi? Tous les JSDoc, JavaDoc, RubyDoc, tout ce que tu veux dans les librairies clients, et aussi ça arrive dans les OpenAPI et ça sert aussi à générer le site web. Donc on a comme ça une cohérence totale et une documentation extrêmement complète de tout ce qui tourne autour des API, que ce soit le site web avec la doc de référence ou les librairies clients. Donc, ce qui veut dire que tu es dans ton IntelliJ, parce que moi je fais beaucoup de Java en plus du Rust, bah, tu tapes Elasticsearch client, point, boum, il te propose tous les endpoints qui sont hiérarchisés en différents, ce qu'on appelle namespace thématiques. Mhm. Ensuite, tu as une fonction pour un endpoint d'API. Tu regardes le petit pop-up avec l'aide, tu as toute la doc de ce endpoint. Tu regardes une propriété, ça te dit exactement quel est son rôle, quelles sont les valeurs attendues, etc. etc. Donc, on a comme ça fluidifié aussi l'expérience du développeur en ramenant tout ça dans les librairies clients. Pas mal, oui, effectivement, c'est totalement dans votre intérêt de lever tous les freins qu'il pourrait y avoir sur l'utilisation d'Elasticsearch. Donc, aller jusqu'à les librairies clients, ça fait totalement partie de votre mission, comme tu disais. Ouais, ok. Et nos librairies clients sont, alors, typiquement, les dernières stats que j'ai vues sur le client Java, c'est genre 700 000 téléchargements par mois, quoi, tu vois, ça c'est... Oui, parce que quand on y réfléchit, il y a même cette logique-là de génération, elle peut intéresser d'autres gens, en fait, tout bêtement. Ouais. Ouais. Parce que là, on a un vrai langage, comme tu dis, à l'origine, qui est TypeScript, qui permet d'exprimer des choses en termes de système typal qui peuvent aller assez loin, même si vous n'avez pas forcément besoin d'aller aussi loin, mais rien que le fait, comme on disait, de faire un type alias de string sur IndexName, là, ce que je montrais sur GitHub, ça en soi, déjà, ça a de la valeur, et d'avoir tout ça qui permet de dire, bah ouais, même si on est monolangage, et que par exemple, on fait beaucoup d'API HTTP en Go, je sais que ça se fait pas mal, ça peut être totalement logique, quoi. Et la chose intéressante, c'est que, bon, tu vois, nous, on a pris TypeScript de manière un petit peu pragmatique, parce que c'était un outil qui existait et qui répondait aux besoins. Microsoft, en début d'année, a sorti un truc qui s'appelle TypeSpec. Donc, tu vas sur typespec.io. Et alors, si on regarde un peu les présentations qu'ils ont fait autour de ça, ils ont suivi exactement le même chemin que nous. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, Swagger, c'est pas assez expressif, etc. Et ils ont dit, bon, bah, on va faire un nouveau langage. Donc, ils ont été plus loin que nous parce qu'ils ont plus de moyens. Il y a une équipe
qui a créé ce nouveau format de modélisation d'API, où la partie requête et réponse est modélisée avec un sous-ensemble de TypeScript. Oui. Voilà. Et ils ont derrière des générateurs de code, etc. Donc c'est exactement la même approche que celle qu'on a eue, c'est dire on va prendre un vrai langage de programmation pour modéliser les types, parce que c'est du code qu'on veut faire, c'est pas seulement une validation de JSON. Et surtout avec des destinations qui sont, oui, soit directement OpenAPI, soit directement JSON Schema, soit directement Protobuf, parce que ça aussi, ce sont des sujets. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que OpenAPI. Et AWS aussi, de son côté, a un langage qui leur est propre, qui s'appelle Smithy. J'avais entendu, oui. Donc SMITHY. Voilà, c'est celui-là. Oui. Et on l'a regardé. En fait, il est extrêmement contraint et assez pauvre dans son expressivité. Donc pour nous, c'est pas une bonne approche vu le JSON un peu foutraque qu'on a. Mais par contre, TypeSpec, on a fait des expérimentations avec. À un moment, on s'est même dit, est-ce qu'on n'invente pas notre système pour prendre TypeSpec? Finalement, on s'est dit, le ROI est pas évident. On a déjà toute notre infrastructure, tout notre tooling qui est en place et tout ça. Si vraiment il y a un intérêt plus tard, des gens qui nous demandent TypeSpec, peut-être qu'on envisagera, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Oui. Mais sémantiquement. Oui, après, c'est ça, faut faire une étude, mais quelqu'un qui partirait de zéro, oui, il pourrait avoir un intérêt, il ou elle pourrait avoir un intérêt à se mettre à TypeSpec, effectivement. Mais TypeSpec, c'est super intéressant. C'est bien. Oui, et puis on sait comment Microsoft il peut être bullish, là, notamment sur toute la partie TypeScript. Ils ont investi énormément de pognon là-dessus. Donc oui, ça paraît pas déconnant qu'ils l'entretiennent. Oui, effectivement, ça se rapproche de ce que j'ai vu dans... Effectivement. Voilà. Eh ben, on n'a pas fini d'en parler des API. Hein. Ah c'est compliqué. Hein. Et puis de toute façon, maintenant, on a de plus en plus des systèmes qui se causent entre eux avec des API directement, voire maintenant avec du MCP, qui est encore une autre histoire. Donc, Oui, à voir comment ça va évoluer tout ça avec les histoires de MCP, mais je me dis, même dans tous les cas, on aura quand même besoin de modéliser un petit peu ce qu'on a en entrée, ce qu'on a en sortie. D'ailleurs, MCP est intéressant là-dessus parce qu'ils sont partis directement sur le fait que, en gros, il faut un schéma pour les entrées. Alors, ils n'ont pas fait de schéma de sortie, ce qui est curieux, c'est-à-dire qu'on laisse le LLM se démerder avec la sortie, mais par contre, on informe le LLM du format d'entrée. Oui, c'est le fameux... Ah oui, tiens, d'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est un petit peu le truc à l'envers, parce que moi, j'ai toujours entendu soyez libéraux avec ce que vous acceptez et très conservateurs avec ce que vous recrachez. Alors, quand tu es avec un LLM, tu es dans un monde différent parce qu'en gros, un serveur MCP, c'est quoi? C'est un serveur d'API qui s'attend à avoir des données qu'il est capable de comprendre. Par contre, en sortie, le LLM est censé se débrouiller avec du JSON, du CSV, un langage naturel, n'importe quoi. Donc, en gros, la contrainte, c'est d'informer le LLM de ce que toi, tu attends. Et ensuite, il est censé se débrouiller avec ce que tu lui renvoies. C'est un peu... On renverse le modèle, en fait. Ouais, c'est intéressant de se dire de... Déjà, le fait que ça se renverse en soi, c'est un data point intéressant. Et puis surtout, il faudrait que je laisse réfléchir un petit peu sur les aspects un peu philosophiques, un petit peu méta de la chose, parce que c'est pas si trivial que ça, en fait, d'inverser un paradigme comme ça. Ouais, on pourra en parler dans un autre stream, parce que moi, là, en ce moment, on démarre un serveur MCP chez Elastic, et c'est moi qui m'occupe de ça aussi. Ah oui, effectivement. Et en plus, moi, j'avoue que autant OpenAPI, je connais, et puis historiquement, tu as là, ça m'intéressait, autant le MCP, je vais être totalement noob sur le sujet. Donc c'est... comme beaucoup, hein, je pense, qui sont un petit peu dans mes âges et autour de ça, là, de se dire, il y a ça, est-ce qu'on fait le grand saut? Et j'ai l'impression que quand tu fais le grand saut, ça t'absorbe complètement et puis tu t'en fais dans tous les sens, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à construire aussi, je pense. On n'a pas tout construit sur le sujet. Et puis après, il y a tout bêtement ce qu'on va en faire derrière, comment ça se pose, et puis comment ça remet en cause peut-être tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est clair, hein. Ouais, tous ces schémas, tous ces machins, tous ces générations, tous ces YAML, peut-être qu'on va bénir tout ça d'une manière ou d'une autre, parce que YOLO, de toute façon, comme tu dis, le LLM va se débrouiller derrière, quoi. Ouais, ou pas, quoi, ça dépend. Ou pas. Il y a beaucoup de hype et beaucoup de buzz autour de ça. Quand on rentre vraiment dans le dur et qu'on essaie de faire fonctionner les choses, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est clair. Ok. Voilà. Eh ben écoute, c'est super passionnant, mais j'ai à regarder le code du GitHub parce que ne serait-ce que pour la génération de voir comment ça se fait. Et je suis en particulier parce que j'ai vu les pains que je m'étais essuyé là dès que j'ai commencé à faire un peu de
vais mettre ça des gros guillemets, de métaprogrammation autour de Rust, de modularisation, etc. Je suis très très curieux de voir comment les adultes font. J'ai envie de voir ça, parce que là, pour moi, j'ai l'impression d'être un bébé quand je vois la production, la quantité, etc. Donc, mais c'est super passionnant, parce que c'est bien, on va pouvoir s'inspirer de ça, et pour construire d'autres trucs derrière. Moi, c'est toujours ça que je veux alimenter. Voilà, je suis... On n'a pas parlé des générateurs aussi. Eux-mêmes. Un truc, au début, quand on regardait OpenAPI, on a regardé aussi les générateurs de code. Alors moi, je les avais déjà regardés un petit peu depuis l'origine de Swagger, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment c'est fait. C'est des templates moustaches qui sont basés sur le modèle OpenAPI. Et honnêtement, c'est un enfer total. Alors, donc c'est un enfer total parce qu'en gros, ils ont dû capturer dans dans les générateurs, en gros, toutes les cibles de génération. Est-ce que en Java, typiquement, est-ce que tu génères du JAX RPC, est-ce que tu génères du Spring, du Quarkus ou je sais pas quoi. Mais après ça, il y a aussi toute la variété des systèmes de type. Donc ça fait des templates indémerdables parce qu'il y a énormément de logique dedans. Donc nous, quand on a fait le générateur de code, alors en particulier moi sur le générateur de code Java, j'ai dit bon bah écrire du template c'est pas possible en fait. Donc on va retourner le truc. Plutôt que d'avoir des templates qui contiennent énormément de logique, on va avoir de la logique qui va contenir des mini-templates. C'est-à-dire que le générateur de code, c'est un programme Java dans lequel il y a des petits bouts de template, par exemple, pour toutes les patterns récurrents, genre déclarer un champ, démarrer la structure d'une classe, des trucs comme ça. Et finalement, on a énormément de logique dans lequel on va trouver ces petits templates un peu dispersés. Donc là aussi, tu vois, on retourne le modèle, c'est dire l'approche classique de génération, on va dire, on prend un template, mais au fil du temps, ce template se complexifie jusqu'à devenir une espèce d'énorme... Oui, de pseudo-langage de programmation qui dit pas son nom, quoi. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, faisons le constat qu'on a besoin vraiment d'un vrai langage de programmation. On fait le générateur de code en code avec des petits bouts de template là où c'est pertinent parce que ça nous fait gagner du temps. Voilà. Je vais me permettre vraiment un parallèle audacieux, mais je m'en fous. C'est mon stream, j'ai l'avantage. Moi, je vois ça vraiment comme le fait de se dire, avant, on utilisait des templates, notamment pour la partie web dev, avec toute la partie des frameworks, etc., qui peuvent pas s'empêcher d'essayer de réinventer la roue de manière carrée à chaque fois qu'ils veulent faire du HTML. Je vois tout simplement ça en parallèle avec la génération côté serveur, avec des bouts de fragments de code qui sont envoyés avec du HTMX en front. Ah, c'est pas idiot, ça, effectivement, oui, t'as raison. Ah oui, c'est exactement ça. Mais oui, le parallèle est très intéressant. Et j'aime beaucoup ça. HTMX, j'aime beaucoup aussi. Ouais, ça. Mais c'est ça. Je pense qu'on tourne autour de ces sujets-là. Et j'aime encore une fois énormément cette approche très pragmatique de dire oui, on n'a pas envie de se faire suer, on voit parce qu'on a l'expérience, la compétence, le coût de maintenance que ça va représenter derrière, donc on n'hésite pas à changer le paradigme. Et ça, je pense qu'on le fait pas assez de s'autoriser à dire ok, il y a 80% des gens qui font ça pour probablement de très bonnes raisons, mais on s'en fout. Nous, on est dans les 20, voire les 10% de cas d'usage comme ça, donc on s'autorise le fait de dire on va mettre de l'effort là-dedans parce qu'on sait que sur la durée, on va y gagner. Et ça, j'aime beaucoup. Et voilà. Et nous, on a, comme je te disais tout à l'heure, on a une volumétrie d'une part et le fait que ce soit des composantes intégrantes du produit qui font qu'on peut se permettre ça. Et même, j'allais dire, on doit se permettre ça. Oui. Après, si tu veux renverser le paradigme, c'est aussi parce que le paradigme était peut-être pertinent quand il en était à ses débuts, mais au cours du temps, on a voulu y faire rentrer des choses qui fait que ça s'est complexifié et au final, on se rend compte que ce paradigme initial n'est plus adapté à ce qu'on veut en faire maintenant. Ça l'était au début, mais l'évolution et l'ajout de couches successives font qu'on atteint ses limites. Donc c'est là où il faut se dire, ok, c'était bien au début, ça répondait à un besoin. On a voulu y mettre tellement de choses dedans maintenant que ça ne tient plus. Ok, tac, on fait table rase et on repart de zéro en partant first principles. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire et on reconstruit de là en fait. Oui. Non mais et je pense qu'on le fait pas assez parce qu'il y a aussi cette injonction d'avancer, de délivrer, voilà, il y a cette espèce de choses là. Après, c'est vrai que on va temporiser dans le sens où Elastic, vous n'êtes pas 10, voilà, vous êtes éditeur, comme tu disais, éditeur de base de données avec voilà une certaine surface, on parle des 600 endpoints, donc quelque chose qui est justifié quoi.
On est 1000 en ingénierie. Donc, Oui, voilà, enfin 1000 en ingénierie, voilà, sans parler du reste. Donc oui, vous avez ne serait-ce que des bras, des attentes, et après vous n'êtes pas devenu 1000 aussi du jour au lendemain. Il y a peut-être cet aspect-là aussi où l'excellence technique peut driver aussi ce genre d'innovation qui va porter de l'excellence technique et ben, tu vois, faire venir des gens comme toi chez Elastic qui disent bah oui, est-ce que j'ai le droit de me remonter les manches? Est-ce que on a des furieux, des furieuses qui ont envie de mettre les mains dedans? Bah venez, go, on y va quoi. je suis rentré chez Elastic, on était 200 dans l'ingénierie. Hein. Tu vois, x5 vous avez fait, donc oui, ça paraît cohérent quoi. Voilà. Génial. Eh ben écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre d'initiative, de pouvoir en parler. Il y a énormément de choses à faire. Moi j'espère que ça inspirera d'autres à se dire bah ok, on a un use case qui est très spécifique et donc on a le droit de faire de la ST, on a le droit de faire de la génération de code. On a le droit de faire de tout ça. Et ça, je trouve ça extrêmement cool. Et moi, je vais faire aussi un petit aparté plus sur un plan personnel. Tu vois, moi, je disais, je vais avoir 35 ans de carrière en octobre. Je fais toujours de la tech, je fais toujours du code. Et une boîte comme Elastic me permet de rester dans ce métier que j'aime et que j'ai surtout pas envie d'abandonner. Quoi. Oui, bien Donc, sûr, voilà. c'est aussi un facteur de rétention. Hein. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai qu'on se pose même la question, est-ce qu'il y aura des devs demain, etc. Ce genre d'initiative me montre que j'ai pas l'impression que pour l'instant, on va pouvoir tout vibe coder, en vrai. Surtout ce genre d'initiative-là. Donc peut-être que c'est sur ce genre d'initiative-là qu'on retrouvera des vrais développeurs, développeuses qui sont passionnés, qui ont envie de résoudre des vraies problématiques techniques et métiers en même temps, parce que tout ça, ça a des ramifications dans le métier, dans le business. On parlait d'onboarding, d'impédance, de friction, ce genre de choses. Tout ça, ça se chiffre en pognon à la fin du mois. Et je me dis, oui, peut-être que c'est là-dessus encore qu'on va pouvoir trouver des os à ronger et des trucs à se dire, ok, là, il y a du build et du build super sympa à faire, quoi. Absolument. Très bien. Écoute, Sylvain, est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur ce grand sujet ? Non, que je te remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli parce que ça m'a permis de raconter tous ces trucs-là qui, moi, me passionnent et que j'ai grand plaisir à partager. Donc, merci. C'est moi. Non, mais voilà, je vais le faire d'ailleurs, j'en profite. Je vais essayer de le faire davantage. Je sais que j'avais des demandes que j'ai faites ou des demandes qu'on m'a faites d'interviews comme ça. C'est un format que j'aime beaucoup parce que on a le chat, on peut discuter en live, vous pouvez réagir. Et puis après, moi, ça m'empêchera pas de me casser le crâne sur comment je vais améliorer le montage après derrière pour YouTube, mais ça, c'est pas le problème. C'est l'inconvénient de jouer à domicile. Mais voilà, c'est le genre de truc que je voudrais davantage diversifier au sein de la tech en général. Hein. Moi, si je suis pas dedans, tant pis, c'est pas la question. Mais voilà, on a besoin d'en parler, on a besoin de montrer ce qu'on sait faire parce qu'on a de l'ingénierie de qualité et c'est bien de voir qu'on a des gens de qualité qui font de l'ingénierie de qualité et qu'on n'est pas dans forcément du défaitisme de dire notre métier, il va disparaître demain, quoi. Et déjà, on peut faire ce genre de choses, c'est plutôt cool. Et puis avec des gens comme Sylvain, c'est encore mieux. Je rougis. Voilà. Un grand merci Sylvain, en tout cas, pour ta participation. Je te laisse faire du Rust maintenant. Yes, je pense que je vais rebrancher sur du Rust et ça me permettra de faire une transition. En plus, je vais causer un peu API HTTP. Je vois une question là, comment c'est divisé 1000 ingé logiciels? C'est découpé en équipes, en départements, en sous-équipes et en sous-sous-équipes. Typiquement, les équipes terminales sont en général pas plus de 10 à 15 personnes et qui sont regroupées dans des divisions qui peuvent aller jusqu'à 150 personnes. Donc voilà, des petites équipes qui sont orientées, qui sont organisées en produits, en fait, en ligne de produits. Ah, ça peut être même intéressant un coup de discuter comment ça peut causer toutes ces divisions, chapitres. Ouais. Surtout que moi j'ai vu l'évolution d'Elastic depuis, je te dis, quand j'y suis rentré, on était moins de 200 dans l'ingénierie, maintenant on est 1000, donc j'ai vu la mise en place de toutes ces structures en fait. Donc c'est intéressant aussi de voir cette évolution. Très bien. Voilà, bon allez, j'arrête, je te laisse. Merci beaucoup Sylvain, on réfléchira pour un autre sujet, on aura longuement l'occasion d'en reparler. Un grand merci en tout cas d'être passé, ça fait très plaisir, et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup Sylvain.